Dans l'actualité de ce lundi, la mauvaise série se poursuit. 3 personnes ont perdu la vie dans un tragique accident ce matin à Petit Mbao. Il s'agit encore une fois d'une collision entre un car et un camion. L'homme qui a attaqué le commissaire de Guinaw Rail souffrirait de troubles mentaux. 24 heures après l'incident, sa famille regrette et affirme que leur fils serait malade. À suivre les derniers développements de cette affaire qui défraie la chronique depuis hier dans la banlieue de Dakar. Acte de vandalisme au stade olympique de Mbacké, la police s'active pour arrêter les saccageurs. Là-bas, le grommellement est assourdissant dans le milieu associatif. Le saccage intervient quelques heures après la visite du Khalif des Mourides qui a émis l'idée d'une délocalisation ou d'une fermeture du stade. On vous explique tout dans un instant. Ousmane Sonko, l'opposant lanceur d'alerte, affirme que Cosmos Energy a cédé 20 de ses 30% de droits sur les blocs Armeim Tortue à une compagnie d'Abu Dhabi. Une sortie qui suscite encore une fois une levée de boucliers du camp présidentiel. Dans ce journal, nous vous dirons ce que nous savons de cette compagnie d'Abu Dhabi. C'est un terrible choc qui a réveillé tout Petit Mbao ce matin. 3 morts, c'est le bilan de l'accident. Selon les témoignages recueillis par nos équipes, le chauffeur du car voulait éviter un nid de poule avant de perdre totalement le contrôle de la voiture. Mon jeune frère est impliqué dans l'accident. Il m'a appelé tôt le matin pour me dire que j'ai fait un accident et que la voiture s'est renversée. Il a perdu le contrôle du véhicule avant d'être percuté par un camion. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a eu des victimes. Il m'a juste dit qu'il y a des blessés à l'intérieur. C'est un client qui m'a appelé par la suite pour m'annoncer qu'il y avait 3 morts. Et puis restons dans la banlieue de Dakar pour évoquer l'incident survenu hier entre un individu et le commissaire de la police de Guinaw Rail. La famille du présumé agresseur est dévorée par le chagrin ce soir. Vous le savez, un homme armé de machette s'est attaqué au commissaire de Guinaw Rail à son domicile hier. L'officier a dû faire usage de son arme pour se tirer d'affaire, blessant son présumé agresseur au dos et à la jambe. Aujourd'hui, selon les proches du mis en cause, il souffre de troubles psychiques. Salif Sow, Asmalik Diop. Les troubles mentaux de Saher Mbeng remontent à 2016. L'agresseur du commissaire de Guinaw Rail a été d'ailleurs admis à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye il y a 3 ans. Depuis, il est suivi par les médecins défend sa famille, documents à l'appui. Le maniaco-dépressif respectait-il ses rendez-vous? Saher Mbeng prenait-il ses médicaments comme prescrit? Sa famille donne des réponses évasives à ces questions. Saher Mbeng n'est pas un agresseur, continue de défendre les siens. Au lieu d'une prison, c'est plutôt un hôpital psychiatrique sa place, ajoute-t-il désespérément. Contacté, la police dit ne pas être surprise par la version de la famille. Mais c'est le procureur qui décidera de la suite à donner à l'affaire rarissime. Actuellement, l'assaillant est placé en garde à vue à la gendarmerie de Tivaouane-Peulh selon sa famille. Saher Mbeng, 39 ans, a été atteint par balle. Il est touché à la jambe droite et au dos. C'est le commissaire de Guinaw Rail qui a tiré sur lui. Oumar Badjedjou, attaqué par Saher Mbeng armé d'une machette dimanche à 6 h du matin chez lui, dit être obligé de se défendre avec son arme de service. L'enquête se poursuit. Merci Salif. Et puis une affaire politico-judiciaire secoue Keur Massar. Le maire de la commune Moustapha Mbeng avait porté plainte contre une dizaine d'individus dont des conseillers municipaux pour diffamation. Le procès s'ouvre demain au tribunal départemental de Pikine. À cet effet, les mises en cause ont fait face à la presse pour donner leur version des faits. Nous y reviendrons avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Dans les régions, le stade Nelson Mandela de Mbacké vandalisé la nuit dernière, quelques heures seulement après la visite du Khalif général des Mourides sur le site pour demander sa délocalisation. Mais que s'est-il donc passé ce matin là-bas du côté de Mbacké? Élément de réponse avec Mohamed Jojob. Le mur de clôture est à terre, la grille de protection ainsi que les poteaux et projecteurs complètement saccagés. Le stade olympique de Mbacké est méconnaissable ce matin.
Des personnes non encore identifiées l'ont vandalisé hier nuit, selon des membres de l'ODCAV de Mbacké qui ont fait le constat. Cela fait suite à une visite du khalife général des Mourides sur le site ce dimanche. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, répondant à une doléance des chefs religieux de la localité, se disant favorable à sa délocalisation, vu sa proximité avec certains sites historiques et religieux du mouridisme. D'ores et déjà, l'ODCAV de Mbacké a annoncé une plainte contre les auteurs de cet acte. La police a ouvert une enquête. Voilà, et puis restons à Mbacké. Mohamed Diop, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Il y a eu du développement dans cette affaire. L'évolution, c'est qu'Ibrahima Diop, l'auteur présumé de cet acte de vandalisme au niveau du stade de Mbacké, est entre les mains des enquêteurs du commissariat urbain de la même ville. C'est lui-même, Chérif, qui avait publiquement avoué être l'auteur du saccage du stade olympique de Mbacké. Un stade qui a été donc mis à sac hier nuit suite à une visite et une volonté prêtée au khalife général des Mourides, Mountakha Mbacké Bassirou, de le délocaliser. Actuellement, Ibrahima Diop est donc entre les mains des enquêteurs du commissariat urbain sous le régime de la garde à vue. Nous y reviendrons plus amplement. Chérif Diop. Merci beaucoup et nous retenons qu'un suspect donc a été arrêté du nom de Ibrahima Diop. Merci beaucoup Mohamed. Des tiraillements surviennent autour d'une partie du site réservé à la construction du mémorial Diola à Ziguinchor, non loin du port. Une partie des 2954 mètres carrés réservés à la construction du mémorial appartiendrait à l'ANAM qui dépend du ministère de la Pêche, alors que cette même partie aurait déjà été affectée au ministère de la Culture, dont dépend le projet de construction du mémorial Le Diola. Voyons tout cela avec le ministre de la Culture au micro de Boubacar Diassi. Il reste entendu qu'il y a eu un certain nombre de retards sur le projet liés à deux structures de l'État qui avaient les mêmes intérêts. D'abord, vous savez qu'il y a le projet d'extension du port de Ziguinchor qui doit faire un port hyper intéressant avec le ministère de la Pêche et de l'ANAM. Il y a aussi sur place l'espace disponible pour les places de souvenirs. Aujourd'hui, le mémorial, nous avons un besoin d'espace de 2954 mètres carrés. Il faudrait forcément, en tenant compte des extensions du port pour le développement aussi économique de la région, pouvoir d'autre part utiliser l'usine Sochechal. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui a été fait et les discussions sont déjà très avancées et que je crois que très prochainement, on pourra pouvoir lancer les travaux ici à Ziguinchor. Vous savez que les travaux, on a essayé de voir ensemble qu'est-ce qui retardait un peu les projets. Un projet doit être fini dans le temps. On ne peut pas éternellement être sur un projet. Aujourd'hui, je crois que les décisions collectives que nous avons prises ici vont nous aider à démarrer très prochainement le projet. Quand je vous dis très bientôt, c'est-à-dire nous avons finalisé les dernières discussions, mes équipes avec les équipes de l'ANAM et les techniciens, ça va se faire demain midi. Et je crois qu'à partir de là, un agenda va être mis sur place pour le démarrage exact des travaux. Et puis arrêtons-nous sur la transaction annoncée par Ousmane Sonko. Selon l'opposant lanceur d'alerte, Cosmos Energy a cédé 20 de ses 30% de ses droits restants sur les blocs Ahmeyim Tortue à une compagnie d'Abu Dhabi, une opération qui relèverait du privé selon le ministre Seydou Gueye. Alors hormis la polémique qui serait lancée, que sait-on de cette compagnie d'Abu Dhabi? Élément de réponse avec Alassane Ba. L'affaire a fait du bruit depuis l'annonce par Ousmane Sonko d'une transaction entre Cosmos Energy et la compagnie pétrolière Abu Dhabi des Émirats Arabes Unis. Le magazine français Africa Energy Intelligence confirme ces dires. Les parts de Cosmos vendues sur l'exploitation du pétrole du gisement commun Ahmeyim Tuttle sont estimées à 10% sur les 28 détenus par la Mauritanie et 30% par le Sénégal. Une transaction légale a tenu à rappeler le porte-parole de l'APR qui précise qu'elle ne concerne absolument pas la gestion du gouvernement puisque c'est une opération entre privés. Mais intéressons-nous à la compagnie ADNOC. Abu Dhabi National Oil Company est l'entreprise spécialisée dans l'énergie de l'Émirat d'Abu Dhabi et la principale compagnie pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis. Elle est dotée des 4e réserves pétrolières mondiales, dit-on sur Wikipédia. Créée en 1971, elle a été restructurée en 1988.
ADNOC est dotée de 11 filiales spécialisées. Elle développe des champs pour l'export de gaz naturel liquéfié, GNL, et assure une production locale d'électricité. En 2014, ADNOC déménage dans l'ADNOC Headquarter, un gratte-ciel d'environ 350 mètres. Elle a eu à traiter avec des compagnies comme Total de la France, China National Petroleum Corporation, une compagnie pétrolière chinoise, les Américains ExxonMobil aussi. En 2018, la compagnie pétrolière Abu Dhabi annonçait la découverte d'importantes ressources pétrolières et gazières aux Émirats. Elle exprimait son intention de porter la production pétrolière à 4 millions de barils par jour d'ici 2020 et à 5 millions d'ici 2030. Un plan visant à rendre les Émirats arabes unis totalement autonomes. Merci Alassane. Atelier de partage avec les parlementaires et élus de l'étude technique et de base sur la centrale à charbon de Bargny, cette infrastructure érigée pour combler le déficit énergétique du Sénégal se révèle être une véritable source de problèmes pour l'ONG Action Solidaire Internationale qui a effectué cette étude. La fermeture serait la meilleure solution. Koumba Amatlo et Pape Sangonomaï. Son impact sur l'environnement est nocif et les conséquences peuvent être assez dangereuses pour les populations. Comme vous le savez, le Sénégal est signataire de l'accord de Paris, en tout cas sur le climat, en tout cas qui lui impose à ne pas à diminuer, réduire vraiment les émissions de gaz à effet de serre. Et ceux-là qui connaissent la centrale à charbon de Bargny, à côté, il y a les femmes transformatrices de produits halieutiques, en tout cas. C'est un site de production et qui accueille pratiquement plus de 1500, 2000, 3000 femmes qui y travaillent. Et donc, il faut le dire que c'est des femmes qui sont menacées, c'est des activités qui sont menacées. L'étude a également montré que la centrale à charbon de Bargny aura un impact sur la population environnante, déjà exposée à la pollution qu'engendrent les usines sur place. Mamadou Barry est radical, la fermeture est la meilleure option. On ne peut pas installer une telle infrastructure à moins de 500 000 de population. Et malheureusement, cette norme n'est pas respectée en ce qui concerne la centrale. Il faut tout simplement retenir que vraiment le choix, c'est tout simplement la fermeture. Même son de cloche du côté de Cheikh Oumar Sy, l'ancien parlementaire ne trouve aucun intérêt à l'implantation de cette centrale. Personnellement, aujourd'hui, si le Sénégal s'inscrit dans l'exploitation des ressources minérales, plus particulièrement d'ici 2 ans avec l'exploitation du pétrole et du gaz, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une centrale à charbon? Si aujourd'hui l'État a décidé de faire gas to power, c'est-à-dire aujourd'hui à partir de Kayar, d'avoir de l'électricité en abondance, pourquoi alors investir sur une centrale à charbon qui pose beaucoup plus de difficultés alors qu'on a du gaz et du pétrole? En fin de compte, la centrale à charbon de Bargny constitue un sujet à polémique pour la population de Bargny. Le combat continue. L'objectif, la fermeture sans condition de la centrale. Le collectif Let's Do It Africa lance le World Cleanup Day pour sensibiliser sur la protection de l'environnement. Événement organisé en partenariat avec la mairie de Dakar, les discussions s'articuleront autour de la problématique environnementale. Le lancement a eu lieu ce matin à l'hôtel de ville. Aïssatou Paye et Jafarba. Zéro déchet, zéro plastique dans un cadre de vie sain dans Dakar et environ. Objectif du collectif Let's Do It Africa. L'initiative vise à sensibiliser sur l'urgence d'adopter des comportements citoyens afin de préserver l'environnement. Le World Cleanup Day, qui est une journée qui rassemble 160 pays et dont 47 Africains. Alors au cours de cette journée-là, nous appelons tous les citoyens à venir faire partie de la solution, à participer à nettoyer leur environnement. Et dans ce sens-là, nous espérons qu'il y aura un engouement populaire autour de cette activité-là et que tous ceux qui sont concernés par l'environnement et par la gestion du cadre de vie viendront mettre la main à la pâte. Autour d'un concept, la fête des débats, les discussions vont porter sur l'enjeu environnemental, bien sûr. La fête des débats est un programme qui est initié par la ville de Dakar et qui consiste à un forum de solutions et un échange, enfin, pour permettre à ce que des solutions puissent émerger de ces débats citoyens par rapport à la problématique de Dakar Ville Propre. À travers ce débat, on va recueillir toutes les suggestions des populations par rapport à ce débat. On va faire la restitution, ensuite assurer le suivi. Il y a tout un dispositif qui
qui a été mis en place derrière pour que véritablement le suivi soit effectué avec les autorités de la ville, mais aussi avec les autorités étatiques, avec le comité chargé de Dakar Ville Propre. Plus d'une trentaine de débats dans certains quartiers de Dakar et dans les régions aussi, en partenariat avec la mairie de Dakar et le ministère de l'Environnement. Merci Aïssatou. Et puis l'État du Sénégal, en partenariat avec l'Agence française de développement, procède à la signature d'une convention de financement complémentaire pour la réalisation du volet de distribution du projet Keur Mamarsar 3. Ce projet permettra à 600 000 Dakarois d'accéder à l'eau potable selon le ministre de l'Économie Amadou Hott. Par ailleurs, une autre convention a aussi été signée entre le FIDA et l'État. Ce projet va financer près de 150 000 jeunes dans le secteur agricole. Maguette Soare-Diallo et Lamine Mandjang. 600 000 Dakarois auront bientôt accès à une eau potable avec la mise en place du projet Keur Mamarsar 3. Ce projet, qui une fois opérationnel, pourra produire 200 000 m3 d'eau potable par jour à Dakar et sa banlieue, selon le directeur de l'AFD. Ce financement complémentaire, sous la forme d'un prêt concessionnel de 15 millions d'euros accordé à l'État du Sénégal, permettra la construction d'un nouvel accélérateur à Méré afin de faire transiter 200 000 m3 jour vers la capitale Dakar, contre 100 000 m3 jour aujourd'hui, et cela 3 ans plus tôt que ce qui était prévu initialement. Au Sénégal, la qualité de l'eau laisse toujours à désirer. Pour le ministre de l'Économie, l'objectif du projet KMS3 est de fournir de l'eau potable aux populations. Que les 85 000 branchements sociaux permettront donc de fournir l'accès à l'eau à plus de 600 000 personnes. Et ça, c'est un impact important donc, que ce projet permettra d'avoir au Sénégal dans le cadre de la gestion de l'eau. Ce projet permettra-t-il au gouvernement d'assurer une disponibilité permanente de l'eau dans la banlieue dakaroise et avec une qualité aussi supérieure? Ce projet, financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal, avec l'appui du gouvernement français, permettra, selon Amadou Hott, de satisfaire la demande en eau potable à l'horizon 2035. Et puis parlons santé, la qualification du personnel de Merci Africa remise en question par les différents ordres des professionnels de la santé. Le bateau hôpital n'est pas inscrit dans les institutions ordinales conformément à la loi. Du côté du ministère de la Santé, on assure que toutes les procédures ont été respectées. Fatima Touré et Lamine Mandjang. La loi est sans équivoque. Nul n'a le droit d'exercer la médecine au Sénégal sans au préalable s'inscrire aux institutions ordinales. Et pourtant, pour l'interordre des professionnels de la santé, cette procédure n'a pas été respectée par le ministère de la Santé dans le cadre de la mission du bateau Mercy. Le président de l'ordre des pharmaciens parle d'illégalité. Du point de vue de la gestion des établissements de santé, ça relève exclusivement du ministère de la Santé. Mais du point de vue de l'exercice, cela est dévolu aux ordres. C'est pour cela qu'ils sont les seuls habilités à inscrire les professionnels sur la base de dossiers qui vérifient la qualité du diplôme, qui vérifient le comportement du professionnel, qui vérifient également son assiduité par rapport effectivement à cette pratique-là. Docteur Amatnian fustige la non-implication de l'interordre dans les procédures. Le plus important, c'était d'aller dans le fond, aller dans vraiment tout ce qui pouvait vraiment permettre à ces ordres-là d'être beaucoup plus à l'aise par rapport à l'exercice de nos collègues étrangers. Nous n'avons pas de problème et je dis même ces dossiers-là peuvent être gérés en interne pour que nous puissions quand même nous assurer que toutes les procédures inhérentes à l'exercice sont déjà observées et ces conditions sont de vigueur. Des propos balayés d'un revers de main par le directeur de cabinet du ministère de la Santé. Selon lui, toutes les procédures ont été respectées. La sécurité des populations, le ministre, il n'y a pas mieux placé que le ministère de la Santé pour veiller sur la sécurité des populations. C'est cela notre ordre de mission, le ministère de la Santé. Donc, nous n'allons pas nous hasarder à laisser passer certaines imperfections.
La caméra est là. Je vous envoie les correspondances. Voilà les accusés de réception. Ça, c'est des dossiers qui ont été envoyés à l'ordre, aux ordres. Ordre national des médecins du Sénégal, Ordre national des chirurgiens. Devant cette polémique soulevée par l'interordre des professionnels de la santé, le ministère de tutelle rassure quant à la qualification du personnel du bateau de l'Espoir. Il compte rencontrer la dite interordre pour échanger sur la question. Merci Fatima. Et puis la Fondation Frédéric Nouman pour la liberté, la Fondation René Gassin et le ministère de la Santé et de la Famille exigent le respect des droits de l'enfant pour une meilleure protection. Ils l'ont fait savoir à l'occasion de la 10e session de formation des droits de l'homme, une rencontre présidée par le ministre de la Femme, Dr Gu Holden, et le directeur régional Afrique de l'Ouest de la Fondation Nouman. Ces propos sont recueillis par Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. Cette année, on a mis le focus sur les droits de l'enfant à cause de le 30e anniversaire de la Convention internationale sur le droit de l'enfant ratifiée par les Nations Unies en 1989. Et depuis 10 ans, on a formé des cadres, presque des milliers de cadres, des experts sur le droit de l'homme, qui diffuse les idées et l'importance des droits de l'homme dans la sous-région, dans la politique, dans les organismes nationaux, dans les NGO, mais aussi dans les organismes internationaux. Il faut sensibiliser les experts, il faut sensibiliser les NGO et aussi l'État sénégalais pour qu'on puisse combattre cet abus. Et puis on n'en a pas fini avec la polémique autour de l'histoire générale du Sénégal. À Fatick, des fils du Sine exigent l'arrêt de la vente de l'ouvrage. Le livre, selon eux, a mal raconté l'histoire du Sine. Et pire, sur les 752 pages de l'ouvrage, seules 3 parlent du royaume du Sine et de son histoire. Ces fils du Sine se sont donné rendez-vous le 22 septembre prochain à Diakhao pour une grande concertation avec les dignitaires du Sine. Ils promettent de saisir les hautes autorités du pays sur la question. Aminata Goudiaby et Faligaï. Ces fils du Sine sont catégoriques. La vente de l'ouvrage consacré à l'histoire générale du Sénégal doit être suspendue. Le livre, selon eux, a tronqué l'histoire du Sine, ce qu'ils considèrent comme un manque de considération. On ne peut pas comprendre, nous fils du Sine, que cet ouvrage qui compte 752 pages, que 3 pages uniquement soient consacrées à l'histoire du Sine. On ne peut pas comprendre que cet ouvrage qui compte 752 pages, que 3 pages uniquement soient consacrées à l'histoire du Sine. Sur 29 pages, on expose les rois du Saloum. Mais le Sine a eu 57 rois. Et pourtant, aucun de ces rois n'a été présenté dans cet ouvrage. Le professeur Iba Der Thiam, avec le comité de pilotage, doivent retirer l'ouvrage. Ils sont de la famille de Boursine, de Bissik Touré, des Diaraf ou encore d'Amokodou Ndiaye. À l'unanimité, ils ont contesté la façon dont la bataille de Fandane qui a opposé Boursine Famak et Maba Diakhouba a été relatée par le professeur Iba Der Thiam et ses collaborateurs. Dans le livre, on n'a consacré que 7 lignes à cette bataille avec des erreurs monumentales. L'armée de Maba est arrivée aussi le 16 juillet et c'est le lendemain 17 que la bataille a eu lieu à Fandane. Et là, dans l'ouvrage, ils ont mentionné la date du 18 juillet 1867 au lieu du 17 juillet 1867. Autre erreur constatée par ces Fatikois, des titres de roi attribués à des personnes qui ne l'ont jamais été dans l'histoire du Sine. Ils ont mentionné que Kolimbegan Faye et Marindour ont été des rois au Sine. Dans aucune de ces 3 listes ne figurent les noms qu'on vient de citer. Les contestataires comptent saisir les autorités dans les tout prochains jours pour faire corriger ce qu'ils appellent une injustice. Merci Aminata. Et puis, dernier jour de nettoyage de la mosquée Massalikul Jinan, c'était hier. Les fidèles ont effectué le déplacement pour rendre propre le lieu saint. Ils sont déterminés, disent-ils, grâce à Serigne Touba, la mosquée et ses alentours, prêts à recevoir le khalife général le 27 prochain. C'est un reportage de Habib Faye et Pape Sangoné Mbaye. Ce 27, la mosquée Massalikul Jinan va être ouverte au grand plaisir des musulmans, particulièrement des mourides. Les disciples ont massivement répondu présents pour nettoyer la mosquée et ses alentours. Maintenant, tout est fin prêt. La mosquée, c'est pour tous les musulmans. Nous attendons impatiemment l'ouverture. Depuis ce matin, je fais tout pour rendre propre ce lieu saint. Dieu merci, les disciples ont effectué tout le travail.
Et cela grâce à Serigne Touba. Nous rendons propre ce lieu pour satisfaire le Khalife. Travailler seulement pour Serigne Touba et prier pour le Khalife. Armés de pelles, de balais, de brouettes et autres matériels, les mourides se disent déterminés grâce au grand cheikh. Les mourides peuvent tout faire. En regardant le chantier, on a l'impression que c'est impossible de rendre propre le lieu. Mais nous sommes unis. Je suis là il y a plus de 2 mois à œuvrer pour Serigne Touba. Ça nous fait plaisir de voir les gens salir et nous nettoyons. Quand on travaille pour Serigne Touba, on ne sent pas la fatigue. Le dernier jour de nettoyage est au grand bonheur des responsables de l'organisation. Depuis ce matin, nous sommes dans les alentours pour faire du set-setal, parce que c'est la dernière mai, parce qu'à l'intérieur, vous savez que c'est terminé. Et on va s'acheminer dans la dernière semaine du 20, et qui sera consacrée à l'arrivée du Khalife général des Mourides qui est prévu le dimanche 22. Construite en l'espace de 7 ans, symbole du nombre d'années d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, Massalikhoul Djinan va à partir du 22 de ce mois accueillir les fidèles avant le jour de l'inauguration. Et puis sur l'international, retour au bercail espéré pour Laurent Gbagbo, hypothéqué par la procureure de la CPI. Fatou Bensouda a fait appel de l'acquittement prononcé en faveur de l'ancien chef de l'État ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Le récit est signé Ibrahima Kane. Laurent Gbagbo devra encore patienter pour rentrer dans son pays avant la présidentielle prévue en 2020. La procureure de la Cour pénale internationale a fait appel ce lundi de l'acquittement prononcé en première instance en faveur de l'ancien chef de l'État ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, le 15 janvier dernier. Dans un communiqué, Fatou Bensouda souligne que l'appel interjeté va démontrer que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour tous les chefs d'accusation. L'accusation dispose d'un délai d'1 mois pour soumettre en détail les éléments qui soutiennent sa demande d'appel. La défense des 2 hommes a également 30 jours pour y répondre, même si les avocats peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire soumis à l'appréciation de la Chambre d'appel. Les juges, pour leur part, décideront de l'ouverture d'un nouveau procès, ordonner la poursuite du procès interrompu par l'acquittement ou débouter le bureau de la procureure de l'appel déposé ce lundi. Pour rappel, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont placés sous contrôle judiciaire et ne peuvent se déplacer hors de la Belgique. La 7e journée de Jupiler League 2010. L'actualité sportive, week-end prolifique pour les Sénégalais en Europe. Sadio Mané, double buteur avec Liverpool face à Newcastle, a donné le ton. Et les ex-internationaux de la catégorie comme Crépin Diatta, Aliou Badji et Amadou Cissé, ils sont tous allés chacun de leur petit but. C'est un récit de Chersadi Boudjara et Ibrahima Kane. La 7e journée de Jupiler League 2019-2020 de la Belgique, inoubliable pour Crépin Diatta. L'attaquant du club de Bruges a marqué son premier but de la saison et son club a remporté 2-0 le derby face au grand rival Cercle. Le défenseur Salif Sané, quant à lui, a mis sur les bons rails son club de Schalke. Il est l'auteur du premier but de la large victoire chez Paderborn, 5-1. La belle réalisation de Diao Baldé Keita n'a pas par contre empêché la défaite à domicile de Monaco devant l'OM, 4-3. Sadio Mané est lui de plus en plus indispensable pour Liverpool. Mené très tôt au score, les Reds se sont appuyés sur Mané, auteur d'un doublé, pour renverser la tendance et remporter la victoire. L'attaquant sénégalais du Rapide de Vienne, Aliou Cissé Badji, a marqué ce week-end son 2e but de la saison. Son ancien coéquipier chez les Lionceaux, le milieu de terrain Amadou Cissé, a ouvert son compteur lors de la défaite de son club Fortuna Sittard devant Twente, c'est dans le championnat hollandais. Liga 2 allemande, Moussa Koné du Dynamo Dresde a inscrit son 3e but de la saison. 2 attaquants sénégalais se sont également signalés par leur but en Ligue 2 française, Martar Gueye avec Nancy et Pape Sané
avec Rodez. Les côtés avec des ballons en retrait. Merci Ibo. Et puis retour de la Ligue européenne des champions ce mardi et mercredi à l'affiche de la première journée. Quelques chocs qui valent le détour. Le duel des Sénégalais Kalidou Koulibaly et Sadio Mané à travers la rencontre Naples-Liverpool. Borussia Dortmund qui accueille le FC Barcelone, le déplacement de la Juventus de Cristiano Ronaldo à Madrid pour y défier l'Atlético alors que le PSG sera à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain, nous dit Cher Sadi Boudjara. Liverpool entame la défense de son titre par un déplacement à Naples. Une confrontation du groupe E qui avait tourné à l'avantage des Napolitains la saison dernière. À surveiller également un match dans le match entre les internationaux sénégalais, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. L'autre choc de ce mardi, c'est Borussia Dortmund qui accueille le FC Barcelone dans la poule F. Deux équipes réputées joueuses et offensives qui vont offrir probablement un festival de buts. Avec l'attaquant espagnol de Dortmund, Paco Alcácer, revanchard après son passage peu glorieux chez les culés. Le groupe H très homogène offre les deux autres rencontres indécises de ce mardi. Chelsea de retour en Ligue des Champions après son sacre en Europa League accueille Valencia qui a changé d'entraîneur. Lille retrouve la compétition en allant défier Ajax, demi-finaliste l'année dernière, qui a perdu deux de ses cadres, De Ligt et De Jong. La première journée continue mercredi avec de belles affiches aussi, surtout dans le groupe A avec le choc entre Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye et le Real Madrid, deux prétendants au sacre. Les deux clubs qui se sont renforcés à l'intersaison sortent d'une campagne ratée. L'autre match du groupe oppose le club de Bruges de Krépin Diatta et Mbaye Diagne à Galatasaray. Une bataille à ne pas perdre pour la lutte pour la troisième place, mais également une revanche personnelle pour Mbaye Diagne, chassé par le club Istanbul. L'Olympiakos du défenseur Pape Abou Cissé reçoit Tottenham, le finaliste malheureux de la dernière saison, dans le groupe B. Une rencontre qui s'annonce spectaculaire. Comme nous pouvons attendre de l'affiche de la poule D, Atlético Madrid-Juventus de Turin, qui s'était rencontré la saison passée avec du suspense et beaucoup de buts, comme on en redemande. Et puis parlons handball, le Sénégal accueille du 27 au 29 septembre prochain le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. La fédération se dit prête. Toutes les dispositions sont prises pour relever le défi de l'organisation selon le président. La Confédération africaine de handball, par le biais de son président, se dit elle aussi satisfaite de l'organisation. Mansourou Arimou était en visite au ministère des Sports. Nous y étions également avec nos reporters Maguette Gaye et Lamine Mandjang. Tout est fin prêt pour accueillir le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. L'assurance est de la Fédération sénégalaise de handball. Nous avons 4 nations qu'il faut loger, un comité technique formé d'officiels de la Confédération avec une participation d'experts de l'IHF qu'il faut gérer. Et en marge aussi, nous avons la session de formation pour les directeurs techniques nationaux qui devra se dérouler à Thiès. Chaque sélection aura son hôtel. Chaque sélection aura son bus et nous allons travailler à les mettre dans de meilleures conditions. Les autorités fédérales veulent gagner le pari de la mobilisation. Elles invitent tous les Sénégalais à s'approprier cette compétition qui est une première dans cette discipline. Nous avons pris le parti, en accord avec la Confédération, de ne pas chercher à faire même des entrées payantes. Nous avons pris le parti d'en faire une manifestation populaire. Nous sommes en discussion avec Dakar Demdik pour voir dans quelle mesure on pourra avoir des facilités sur le transport. Nous allons aider à la mobilité des gens qui veulent aller à Dakar Arena sur ces 3 jours. Le handball est une discipline qui se bat, qui commence à émerger. Votre soutien a toujours été là, mais nous le souhaitons accru et souhaitons que le peuple sénégalais soit au fait de ce message et soit au fait de ce tournoi. Le président de la Confédération africaine de handball se dit satisfait des préparatifs sur l'unique ticket accordé à toute l'Afrique pour les JO. Il s'explique. Je suis passé pour me rendre compte, n'est-ce pas, des dispositions qui ont été prises et je me réjouis de tout ce qui a été mis en place pour accueillir les délégations et leur permettre, n'est-ce pas, de s'exprimer pour offrir un très beau spectacle au public dakarois. Il y a des places qui sont attribuées à chaque continent, n'est-ce pas? C'est un seul ticket par continent et il y a d'autres critères qui définissent les autres places de performance. Il faut travailler à l'effet pour mériter ces places. Le Sénégal abrite du 27 au 29 septembre le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques, un tournoi qui va réunir le Cameroun, la République démocratique du Congo, l'Angola et le Sénégal.
Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'info. C'est à vous, Aram. Vous recevez, monsieur le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye.